Oui, donc, bonjour, je suis Agathe Guillet, chargée de projet au Hub Bretagne pour un numérique inclusif. On voulait juste remettre un peu en contexte la démarche du questionnaire qu'on a diffusé auprès de tous les professionnels de la médiation numérique en Bretagne en mars dernier. En fait, le Hub Bretagne, depuis un an, a organisé 8 rencontres à l'échelle départementale à destination des conseillers numériques, des médiateurs, référents numériques, tout professionnel en situation d'accompagnement des publics sur les questions numériques. Et on a identifié lors de ces rencontres qu'un certain nombre de professionnels étaient très sollicités par les publics sur ces questions d'accompagnement aux démarches, que certains professionnels pouvaient aussi rencontrer des difficultés lors des demandes du public. Donc on avait des retours du terrain voilà, par certains professionnels, mais il nous manquait en fait une vision globale et générale à l'échelle de la région. On s'est demandé, suite à ces rencontres départementales, qui accompagnait, sur quel type de démarche, en quoi consistait aussi l'accompagnement aux démarches administratives, et puis quels étaient leurs moyens et leurs besoins pour agir sur ces questions-là. Donc tous ces questionnements, ils ont trouvé un écho auprès des chercheurs du Lab Accès, puisque le Lab Accès travaille depuis quelques années, ça a été dit, sur ces questions d'accès au droit. Donc le Hub Bretagne a proposé au TILAB et puis aux chercheurs du Lab Accès de mener une enquête en partenariat sur le rôle de la médiation numérique dans l'accompagnement aux démarches. Et donc le Hub a diffusé pendant 3 semaines à tout notre réseau un questionnaire. Et donc on a eu à peu près 200 réponses, 180 réponses qui ont été analysées par Jordi Stéphan et François Saurin. Et donc on est ravis de vous présenter un peu les résultats, parce que c'est la première fois qu'on les présente, puisque l'analyse a été réalisée ces 2 derniers mois. Voilà. Je vais laisser la parole donc, à François pour vous présenter les résultats de cette enquête. Merci. Je te mets un chrono, c'est encore moi. Ça fait trop, mais voilà, on va laisser. Donc oui, on va présenter les résultats de cette enquête qui a été donc sollicitée par le Hub, qui vient. On a eu beaucoup d'intérêt à la réaliser, parce qu'elle vient objectiver des choses qu'on avait saisies de manière plus qualitative. On présente des résultats partiels, c'est-à-dire qu'on ne présente pas tous les résultats. On a réalisé en fait assez récemment un certain nombre de croisements extrêmement intéressants. On a sélectionné des résultats qui nous semblaient susceptibles d'alimenter les temps d'atelier cet après-midi, globalement. Et je vais tout de suite laisser la parole à Jordi pour qu'il vous présente le cadre méthodologique dans lequel on a travaillé. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Jordi Stéphan, je suis docteur en psychologie, psychologue et spécialiste en fait en psychométrie. Pour ça qu'on m'a appelé là-dessus. Je vais parler peu parce que souvent je jargonne beaucoup et je pense que ce sera plus intéressant que ce soit François, mais juste je place le cadre pour montrer ce qu'on a fait. En fait, le Hub nous a demandé de faire un questionnaire, mais un vrai questionnaire, pas des choses qui sont faites sur ce que j'appelle un coin de table. C'est vraiment une vraie démarche scientifique qui est appuyée, qui est validée. Enfin, on tamponnera avec que scientifiquement c'est valide. Donc en fait, on a fait pour les plus sensibles à ça des stats inférentiels. En fait, on ne prend pas juste une photographie. On a vraiment creusé. Juste on présente des résultats, il y a plein de mots, parce que j'ai insisté, je suis désolé, les tableaux sont un peu plus lourds par ma faute, mais il y a des médianes, il y a des écarts types, parce qu'une moyenne sans écart type, ça n'a pas de sens. Je ne vais pas revenir, mais c'est de ma faute, donc si vous passez ma tête, c'est de ma faute, mais c'est François qui est par là-bas, donc. Juste pour vous présenter, on vous présente, mais il y a plus de 1000 croisements qui ont été faits. On a croisé tout ce qui est possible et on n'avait pas d'hypothèse a priori. C'est-à-dire qu'on a testé, on a fait tourner la machine, on a regardé ce qui sortait. Tous les résultats que va vous présenter François ont une différence qu'on appelle significative. Donc elles ne sont pas du hasard, elles sont appuyées. Si on reproduisait sur le même type d'échantillon ces résultats, on obtiendrait la même chose. Voilà, après, je pourrais jargonner pendant des heures, et j'adore ça, mais je pense que ce sera plus intéressant si c'est François qui prend la main. Merci, Jordi. Donc voilà, tamponné, certifié. Ok, donc on va aller assez vite parce que le temps, c'est vraiment intéressant qu'on ait du temps pour l'échange.
Donc, notre questionnaire... Je sais pas si Oui, ouais. Bon, on reviendra plus tard là-dessus si nécessaire. Je peux passer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a 178 répondants après nettoyage de la base. Je reviendrai peut-être là-dessus, c'était très intéressant. Il y a beaucoup de gens hors cible qui ont répondu, c'est-à-dire des gens non identifiés par le hub, des professionnels de la médiation numérique, des travailleurs sociaux, des agents d'accueil, etc. Et ça dit quelque chose de la manière dont cette question est administrative et en partage. Et là, on fait un focus sur les professionnels de la médiation numérique, et on a vu tout à l'heure qu'elle était elle-même une appellation instable, voilà, ou en tout cas assez extensive, et vraiment cette question ne concerne pas que. Mais voilà des résultats pour 178 répondants qui s'identifient soit comme conseiller numérique, soit comme animateur numérique, soit comme médiateur numérique, pour seulement 12% d'entre eux, vous voyez, référents numériques et bibliothécaires, médiathécaires, qui sont voilà, historiques. Enfin, il y a beaucoup de médiateurs numériques historiques qui sont des salariés de médiathèques, qui font de la médiation avant d'être des médiateurs pour être. Donc, on a une moyenne d'âge d'à peu près 39 ans, 52% sont des femmes, on pourrait parler de médiatrices à partir de maintenant, avec un féminin générique. Nos répondants sont répartis sur les 4 départements bretons, avec une surreprésentation, non pas du Finistère, mais de l'Ille-et-Vilaine. Je peux passer à la slide suivante. Ils sont employés, enfin voilà quelques données sur le profil des postes de nos répondants. Ils sont donc employés majoritairement par des structures publiques, interviennent à l'échelle des communes et des Comcom. Et, point important, ils exercent depuis en moyenne 5 ans. Mais on va voir que cette moyenne est trompeuse, c'est pour ça qu'on indique la médiane, c'est-à-dire qu'il y a autant, la médiane est de 2, c'est-à-dire qu'il y a autant de 178 médiateurs qui exercent depuis moins de 2 ans que de médiateurs qui exercent depuis plus de 2 ans. Ils sont en CDD, pour la grande majorité, 63%, et ils gagnent un salaire brut de 1 800 € en moyenne. Point important aussi, l'accompagnement en démarche administrative figure dans leur fiche de poste. Enfin, ils déclarent que l'accompagnement administratif figure dans leur fiche de poste. C'est-à-dire qu'on a à 62% des répondants dont la description du poste intègre un accompagnement aux démarches administratives. Et là, on va retomber assez vite sur les questions sur lesquelles je n'ai pas réagi, c'est-à-dire à quel niveau, jusqu'où on va, à quel moment on passe la main, etc. Sur quoi on est légitime à agir. Mais ça, on verra. Donc oui, un point important, c'est que si on avait fait cette enquête il y a 3 ou 4 ans, on n'aurait pas du tout les mêmes choses, parce que la médiation numérique a été reconfigurée par le dispositif conseiller numérique France Service, au sens où un certain nombre de nouveaux entrants dans le groupe professionnel, on voit, il y a donc 103 sur 178 sont des conseillers numériques, et les conseillers numériques, ceux qui s'identifient comme tels, exercent depuis 2,38 années en moyenne. Donc c'est les moins récents. Ils sont aussi surreprésentés dans le groupe des répondants qui déclarent être le premier médiateur numérique de leur structure. Alors, leur structure n'avait pas de médiateur numérique, ils en ont un aujourd'hui, et c'est eux les premiers, ceux qui ont ouvert le bal. Donc les conseillers numériques ont à la fois renouvelé le paysage, mais attention, il y a aussi un certain nombre de gens qui étaient auparavant animateurs multimédia ou même médiateurs numériques, et qui ont été, dont le contrat pouvait prendre fin, et qui sont revenus par le moyen de ce dispositif, et donc sous une nouvelle appellation, parce que souvenez-vous, la médiation numérique comme champ est caractérisée par, vraiment traversée par la précarité de ces acteurs, ce qui n'est pas le cas partout. On pense à des départements qui ont embauché des animateurs multimédia et des animateurs numériques, évidemment. Allez, on passe. Ce qui ressort de notre questionnaire, c'est qu'on s'est intéressé à où est-ce que ces médiateurs exercent. Et pour la plupart d'entre eux, ils n'exercent pas dans un lieu unique. Ils ont une activité multisituée.
Pour 42% d'entre eux, par exemple, ils interviennent en médiathèque, bibliothèque, mais bien souvent, pas uniquement. Ils interviennent dans des mairies, dans des espaces en service, dans des locaux associatifs, dans des centres sociaux ou des maisons de quartier. Plus rarement dans des établissements scolaires, et pour certains d'entre eux, ils font de la médiation hors les murs, dans des places, sur des espaces publics, voire au domicile des personnes. Donc on a une médiation multisituée qui, de par son origine, est assez ancrée dans le secteur de la lecture publique, c'est-à-dire bibliothèque, médiathèque et des politiques culturelles, mais qui, on le voit bien, elle essaime aujourd'hui dans différents espaces. On reviendra sur la question des lieux, puisqu'on a produit une partie des croisements qu'on va vous proposer aujourd'hui, repose sur la question de ces lieux d'intervention. L'accompagnement des démarches administratives est effectivement une pratique commune aux médiateurs. On a quand même 87% de notre panel qui répond, qui déclare réaliser de l'accompagnement en démarche en ligne. C'est pas, ça ne concerne pas certains médiateurs numériques, la grande majorité, dans leur activité, peuvent être en situation d'accompagner des démarches administratives en ligne. On note aussi qu'il y a quand même 67 répondants pour qui il n'y a pas du tout l'accompagnement administratif dans la fiche de poste, mais pourtant, 45 d'entre eux le font quand même. C'est-à-dire que c'est la grande majorité fait de l'accompagnement administratif, et ceux pour qui le poste n'est pas configuré ou ne contient pas explicitement cet accompagnement, le font, une majorité d'entre eux le font quand même. Donc une activité commune qui définit en partie la professionnalité des médiateurs numériques aujourd'hui. C'est-à-dire la manière dont ils exercent, on rencontre, si on s'intéresse à la manière dont ils exercent, on rencontre cette question administrative et de l'accompagnement aux démarches. Autre point d'intérêt sur lequel je vais insister un petit peu, c'est que dans le cadre du questionnaire, a été interrogé, pour ceux qui répondaient « oui, j'accompagne aux démarches en ligne », on leur demandait quel type d'accompagnement vous faites. 1, jamais. 10, très régulièrement. Est-ce que vous ouvrez les comptes? Est-ce que vous aidez à la navigation? Est-ce que vous aidez à la connexion? Est-ce que vous participez à la question du téléchargement, à la question des écritures administratives, mais aussi à des explications, à des déblocages de situations difficiles. Sur l'ensemble de ces items, à part peut-être sur la question de prise de contact direct avec les administrations, mais on y reviendra, on voit bien que les moyennes sont extrêmement hautes et on peut dire que l'activité d'accompagnement administratif ne concerne pas que des actes qui viseraient à traiter l'éloignement numérique, c'est ce qu'on disait en première partie de l'intervention, ni même de surmonter les exigences numériques. Ça ne se limite pas à ça, ça se porte aussi sur les explications sur les démarches et l'intervention dans les situations complexes. Donc on peut légitimement parler de médiation, non pas simplement numérique, mais bien de médiation administrative, dans laquelle la part numérique, technique et administrative sont très liées. Cet accompagnement, il a d'autres caractéristiques, il n'est pas que ponctuel. On voit, on demande aux médiateurs si ça leur arrive d'accompagner plusieurs fois une personne pour une démarche en ligne. Ils répondent en moyenne 6,57, c'est-à-dire plutôt du côté de très régulièrement, oui, je peux accompagner une personne plusieurs fois. Ce sur quoi on est un peu à l'aveugle au regard de nos résultats qualitatifs, c'est est-ce que ça nous dit que la personne revient plusieurs fois parce que sa démarche est tellement compliquée ou nécessite de revenir plusieurs fois. Ça peut arriver parce que on reprendra la médiation quand vous avez la pièce, vous voyez bien l'idée. Ou alors, et là c'est aussi des choses qu'on observe sur nos terrains qualitatifs, est-ce qu'on a des effets de fidélisation? C'est-à-dire des personnes qui ont un besoin de médiation, qui ont poussé une porte dans laquelle ils ont trouvé accueil, écoute, coup de main, et qui du coup identifient le lieu de médiation numérique et le médiateur comme une ressource pour la relation administrative qu'ils sont susceptibles d'activer. Ce qui est de l'autonomisation déjà. Vous savez, être capable d'identifier les ressources dont on dispose sur un territoire, on est déjà sur l'autonomisation. Alors voilà,
Là, on est un peu à l'aveugle, mais ce sera intéressant de poursuivre, entre complexité de la démarche qui fait qu'il faut se voir plusieurs fois, ou fidélisation auprès de la figure du médiateur. Autre point d'attention sur cette question de l'accompagnement administratif réalisé par les médiateurs, l'accompagnement aux démarches est fait d'abord très majoritairement de manière individuelle. C'est-à-dire ce ne sont pas des temps, par exemple d'un atelier actualisation RSA ou atelier actualisation Pôle emploi. On est plutôt sur des accompagnements individuels qu'on imagine, au regard de nos résultats qualitatifs, suscités par l'habitant usager lui-même et la demande dont il est porteur auprès du médiateur. Alors, quelle part, parce que c'était ça la question initiale du hub, c'est quelle part d'accompagnement administratif pour les médiateurs. Alors on leur a demandé d'estimer combien de personnes ils pouvaient accompagner administrativement par semaine. La moyenne générale est de 9,97 personnes, c'est en gros 10 personnes par semaine. Sauf que, encore une fois, la médiane et l'écart type ne sont pas cohérents, l'écart type est très large, et cette représentation graphique nous montre bien qu'il y a une grande disparité entre les médiateurs numériques au regard, lorsqu'on considère la part d'accompagnement administratif qu'ils font. Certains en font finalement assez peu. Il y en a beaucoup qui se tournent autour de 5 personnes par semaine, et puis certains en font beaucoup, 50 jusqu'à 100 personnes par semaine, nous a indiqué un médiateur. Donc une distribution extrêmement large de cette part, et cette question en fait s'éclaire par une chose, c'est celle des lieux. Si tu veux bien passer à la slide suivante. Cette distribution du nombre de personnes accompagnées de manière hebdomadaire sur les démarches administratives s'éclaire par les lieux d'intervention des médiateurs. Vous voyez qu'un médiateur qui déclare intervenir dans un espace France Service, oui, j'interviens dans un espace France Service, accompagne en moyenne 19 personnes, contre 8 lorsque le répondant déclare non, je n'interviens pas dans un espace France Service. De la même manière, les personnes qui sont en bibliothèque, médiathèque accompagnent moins de personnes que celles qui interviennent dans les centres d'action sociale, où là aussi le nombre de personnes est beaucoup plus élevé comparé à ceux qui n'interviennent pas dans les centres d'action sociale ou les centres départementaux d'action sociale. Donc une distribution du nombre de personnes qui s'explique par des effets de lieu, qui nous renvoie assez vite vers la manière dont on peut commencer à se dire, ce sont aussi les usagers, les habitants usagers, et la manière dont ils se déplacent vers les lieux, vers les lieux d'accueil de leur territoire, qui agissent sur la part de médiation numérique, sur la part d'accompagnement administratif des médiateurs, et puis peut-être aussi, on le verra, les pratiques d'orientation, de partenariat qui peuvent exister au sein de ces structures. Alors, voici un tableau très très velu, dont, comme l'a dit Jordi, il était absolument nécessaire de le poser comme tel, parce que, alors, déjà, que dit-il? On a aussi demandé aux répondants d'identifier d'identifier les sites sur lesquels ils accompagnaient régulièrement ou pas régulièrement. Donc on a listé un certain nombre de sites qui donnent à voir ce dont on parle depuis ce matin, c'est-à-dire l'étendue des acteurs concernés lorsqu'on parle de dématérialisation au singulier. Donc, de la Direction générale des finances publiques jusqu'à Pôle emploi, en passant par la CAF, la CPAM et la NTS, on a interrogé tous ces sites. Premier enseignement, vous voyez que, à part la NTS, dont la moyenne se situe autour de 6, c'est-à-dire que les répondants déclarent en moyenne 6, c'est-à-dire plutôt régulièrement, accompagnés plutôt régulièrement sur le site de la NTS, les autres organismes, les autres sites ont des moyennes assez faibles. C'est-à-dire elles sont en dessous du point médian, qui, vu qu'on est sur une échelle de 0 à 10, la moitié. Justement, on a une échelle de 1 à 10, en fait, on travaille souvent comme ça. En fait, c'est pas possible de cocher 5,5,
puisqu'en fait, c'est pas possible d'avoir une position neutre. C'est une position, en fait, soit on se place, soit on se place pas. Et ça va être intéressant de travailler comme ça. En fait, on peut calculer qu'à 5,5, grosso modo, c'est ni pour ni contre, donc il n'y a pas d'effet. Mais après, ça nous permet, vu que c'est dichotomique, de pouvoir recadrer et de replacer. Donc il y a des recodages qui peuvent être faits ensuite d'échelle à échelle nominale en oui-non. En fait, ça nous permet, on n'a pas quelqu'un qui aura choisi le médian et ça oblige à prendre des positions. Et c'est quelque chose qu'on utilise très régulièrement. En fait. Voilà, c'est juste le point d'éclairage. Donc la moitié, c'est pas 5, mais c'est 6. Et les résultats, en moyenne, sont en dessous. Donc on pourrait interpréter ces résultats en disant, finalement, en moyenne, les médiateurs numériques interviennent peu sur les sites administratifs. Sauf que, là aussi, en croisant ces résultats avec les lieux d'intervention des médiateurs, on éclaire en fait cette réalité sous un angle complètement différent. On voit que le type et la fréquence des accompagnements e-administratifs dépendent des lieux d'intervention. Je prendrai 3 exemples, mais c'est valable pour tous. Un espace, par exemple, un espace d'information jeunesse. Ce n'est pas le lieu le plus fréquenté par des médiateurs, mais il est intéressant parce qu'on voit, par exemple, que les démarches liées à l'éducation nationale, mais aussi les démarches liées aux services publics communaux et infracommunaux qui contiennent aussi des dispositifs à destination de la jeunesse, eh bien, lorsqu'un médiateur intervient dans ces espaces information jeunesse, eh bien, il est susceptible de faire beaucoup plus d'accompagnement sur ces sites-là. C'est-à-dire qu'il y a une dimension située aussi de l'activité de médiation. De la même manière, dans les mairies, on voit que les impôts, la CARSAT ou le site le site ANTS sont beaucoup plus... les médiateurs qui interviennent dans les mairies interviennent beaucoup plus régulièrement sur ces sites-là. Et juste un point moi, que j'aimerais rajouter, oui. Mon côté psychométrique, mais quelquefois vous pouvez voir que les différences ne vous paraissent pas énormes descriptivement, mais statistiquement, c'est des différences qui sont significatives. Donc c'est des différences qui sont réelles. Quand vous aurez le rapport complet avec un Doliprane, vous verrez quelquefois les scores sont très éloignés, il y a 10 d'écart, mais il n'y a pas de différence significative. Sans rentrer dans le détail statistique de ce qui se passe, là c'est intéressant parce qu'on montre vraiment scientifiquement, parce que c'est la base de la science actuelle, de dire il y a une vraie différence, même si elle paraît pas énorme descriptivement. C'est juste un point qui me semble important de préciser. C'est aussi pour ça qu'on ne présente là que 4 ou 3 sites, alors que parce que c'est les seules différences significatives qu'on peut trouver. Par contre, dernier exemple, un médiateur qui intervient en centre d'action sociale ou en centre départemental d'action sociale. Et bien là, on voit que les différences significatives concernent beaucoup plus de droits. C'est-à-dire qu'on accompagne, si un médiateur intervient dans un centre d'action sociale, il va faire non seulement plus d'accompagnement administratif, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi sur une plus grande diversité de sites, qui va être encore plus, on pourrait dire, le panel de ces interventions est beaucoup plus large. Et par exemple, la CAF, dont la moyenne générale était assez faible, elle tournait autour de 4-5, lorsqu'on a un médiateur en centre d'action sociale, eh bien, les interventions sur le site de la CAF, les accompagnements sur le site de la CAF, sont très fréquentes, 6,52. De la même manière que la CPAM, évidemment, la NTS, on est un peu à l'aveugle sur un point concernant la NTS, c'est qu'on a attrapé en même temps la carte grise et le droit des étrangers. Alors que c'est ni le même public, ni les mêmes démarches. Et en ce qui concerne les personnes en situation de demande d'asile, on est sur du 100% numérique. Le chèque énergie, etc., etc. Donc vous voyez, on ne peut pas considérer qu'en moyenne générale, la médiation numérique fait peu d'accompagnement administratif. La question c'est si les médiateurs numériques sont positionnés dans des lieux, en fonction des lieux où ils sont positionnés, la part et la nature et la fréquence de leur accompagnement administratif va changer et va augmenter en ce qui concerne, en tout cas, augmenter en variété en ce qui concerne les lieux d'accueil social. Ça veut dire aussi juste qu'en fait, on ne peut pas penser de façon agrégée, c'est ce qui est présenté au début, le nombre de démarches faites par site en fait. En fait, il y a ce qu'on appelle une variable confondue. Le lieu va devenir éclairé. En fait, de ne penser que des données agrégées,
bah, c'est mal lire les données et se tromper sur ce qu'elles veulent dire. Et c'est tout, c'est l'un des gros apports du travail. Sachant que d'autres exemples étaient possibles et ils seront contenus dans le rapport. Alors, un autre point qui était demandé à être travaillé dans le questionnaire, c'était les espaces France-Service. Donc, ces espaces mutualisés, comprenant en général un service d'accueil généraliste assuré par quelqu'un qui n'est pas salarié des institutions dématérialisantes, mais qui serait très intéressant de savoir quelles sont leurs trajectoires socio-professionnelles à ces agents des espaces France-Service. On commence à y réfléchir. Et en tout cas, ils accueillent. Et puis, ils ont autour d'eux à la fois des permanences qui peuvent se tenir hebdomadairement ou mensuellement, et puis ils sont équipés. Alors, ils sont équipés de quoi? D'un système qu'on appelle administration plus, et ça change aussi les conditions de la médiation. Mais les espaces France-Service ne sont pas, a priori, des espaces de médiation numérique, même si nous, on a fait quelques observations auprès d'agents France-Service, qui sont aussi parfois engagés dans de la médiation e-administrative et de la médiation numérique. Donc, en tout cas, on a demandé à nos médiateurs vers qui ils réorientent lorsqu'il y a une difficulté dans une démarche administrative. Les espaces France-Service sont la réponse la plus fréquemment donnée, avec aussi l'organisme public destinataire de la démarche. Donc, espace France-Service, première ressource sur les territoires. On note que dans notre panel de répondants, il y a quand même 73% qui ont un France-Service sur leur territoire d'intervention, mais que, cependant, une grande majorité d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui ont un France-Service et qui font de l'accompagnement en démarche en ligne, réalisent quand même l'accompagnement en démarche en ligne. C'est-à-dire que le France-Service n'absorbe pas l'entièreté des demandes ou des actes de médiation administrative sur les territoires, comme on pouvait s'en douter. Un dernier point, on a des répondants qui déclarent avoir très peu de contacts avec les organisations dématérialisantes, que ce soit avec les impôts, la Poste, Pôle emploi, la CAF, la CARSAT, etc. Très peu de contacts. Par contre, ils expriment aussi un besoin de contact extrêmement important, parce que c'était une des questions qui leur a été posée. Avez-vous besoin d'avoir des contacts référents? Alors, c'est pas tout à fait la même chose, des contacts référents au sein de ces organismes publics. 59% nous disent oui pour résoudre les situations complexes. Je reviens sur votre exemple, monsieur. Oui pour réorienter une personne. Et ça, c'est aussi signifiant. Oui pour mieux comprendre la démarche administrative, qui renvoie à cette spécificité de la pratique des médiateurs autour de l'autodidaxie, de l'auto-formation et de capitaliser sur chacun des accompagnements pour être davantage capable d'informer et de renseigner par la suite. On a quand même 18% qui disent non. C'est pas rien. On a d'autres données sur la formation qu'on n'a pas exploitées dans cette intervention qui sont très intéressantes. Sur quoi les médiateurs numériques ont besoin de se former, et ce serait tout à fait... Enfin, déclarent avoir envie de se former, et c'est aussi tout à fait éclairant. Mais on en arrive à la conclusion. On a des médiateurs numériques, vous le voyez, qui réalisent un accompagnement variable, en nature et en volume, selon leur lieu d'intervention. Bon, on pense que c'est la principale variable explicative de cette nature et de ce volume de l'accompagnement administratif. Un accompagnement qui ne se limite pas, je pense qu'il faut toujours insister là-dessus, aux dimensions numériques de la relation administrative. On n'est pas que là-dessus, des écritures administratives, aux explications sur le droit, à la capacité à se mettre en bouche les mots d'administration. On est sur ces éléments-là. Et le plus souvent, ce travail se fait sans lien, c'est-à-dire sans mandat ou sans contact avec les organisations dématérialisées. La part de l'activité de médiation e-administrative dans l'activité des médiateurs est en fait largement codéfinie par les trajectoires des habitants usagers vers les lieux d'accueil et de médiation. Et tout ça est très variable selon l'écosystème local. Quel type de population est en présence dans un espace rural, dans un espace urbain, centre-ville, quartier périphérique, etc. Quel est l'état de l'offre sur les territoires? Ça a été dit tout à l'heure,
c'était là-bas, hein, faire de la médiation numérique à Brest ou à Guichen, c'est pas la même chose. Et puis, au-delà des habitants usagers, c'est aussi une médiation qui se définit dans l'interaction avec les publics. C'est-à-dire que on l'a vu, hein, c'est les personnes qui amènent, qui portent la demande, qui sont porteurs de celle-ci et qui du coup co-définissent ce que va être à la fois l'objet et l'environnement de l'intervention. Et nos médiateurs, ils sont à la fois confrontés à cette imbrication, on n'a pas trouvé de meilleur terme pour l'instant, de ces dimensions numériques, les exigences numériques, sociales, liées aux trajectoires, aux conditions d'existence des personnes, et aussi techniques. Le technique renvoie évidemment ici à la technicité des droits, parce que on peut effectivement tirer le chapeau aux agents d'accueil EFS et aux médiateurs qui ont développé des compétences à la fois en matière d'actualisation de Pôle emploi, RSA, impôts, etc. Enfin, il y a une dimension de technique. Et lorsqu'on est en interaction avec un public, on est face à une imbrication qui nécessite, nous on le perçoit, le développement d'un attribut de la professionnalité qui est la capacité, enfin, qui sont des choses déjà connues par ailleurs, mais c'est écoute, évaluation, traduction. Je pense à un exemple, le premier qui me vient, là, c'est Clara Deville qui a sorti un article hier tout à fait intéressant que je vous conseille. Elle expose la situation d'une personne qui souhaite demander son RSA et qui se rend à un accueil et qui dit qu'il a des problèmes. Donc, un accueil généraliste, il est accueilli par un agent de bienvenue et il explique qu'il a des problèmes avec sa maison. Sous-entend, lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a du mal à payer ses traites. Et du coup, on va l'orienter plutôt vers. Il sera orienté vers des solutions d'aide à la rénovation du logement. Ça passe à côté. Pourquoi je parle de ça, c'est qu'on est dans des situations, encore une fois, d'accueil généraliste et technique. Donc, la manière dont les usagers vont formuler leurs demandes, la manière dont ils vont être capables de procéder à la qualification juridique de leurs besoins, capacité inégalement distribuée dans la population. Et donc, c'est souvent les plus faiblement dotés en capitaux de toutes sortes qui vont être le plus en difficulté là-dessus. Ça va jouer sur l'activation de l'aide et du droit. Et les médiateurs numériques se trouvent aussi dans cette situation qui est commune à bien d'autres relations professionnelles de la relation d'aide, qui est d'entendre la demande, de l'écouter, de l'explorer et de la traduire sous une forme administrativement compatible. Bah, tu vois, je m'avais dit là. Bon, ben voilà, je finirai assez là-dessus. La médiation numérique nous apparaît, nous, comme une ressource pour la relation administrative, si on se place du point de vue de l'habitant usager. C'est d'ailleurs cette perspective qu'on a adoptée dans le cadre du portrait A, du portrait de la relation territorialisée de la relation administrative. Donc c'est une ressource, mais en fait c'est une ressource donc, qui est assez largement précaire, on va parler au sens où les médiateurs peuvent être eux-mêmes assez largement précarisés. Elle est inégalement accessible sur les territoires, donc ça pose la question si les aidants e-administratifs deviennent une étape quasi obligatoire pour les plus éloignés du numérique des administrations, si ces aidants sont une étape quasi obligatoire pour ces personnes-là, et que cette ressource est inégalement répartie sur les territoires, est-ce qu'on n'est pas face à une rupture d'égalité face au droit? Surtout, cette ressource, elle n'est pas open bar, hein, j'ai trop vite parce qu'il me reste une minute, il faut l'activer. Nous, ce qu'on observe, c'est que ça demande de la part de l'usager qui se présente à un guichet, mais aussi du côté de la médiation numérique, d'arriver à faire en sorte que le médiateur veuille bien lui filer. Voilà. Et on voit bien dans nos résultats statistiques que la plupart du temps, cette aide a lieu. Mais pas toujours. Et pour des bonnes raisons. Enfin, je ne porte pas de jugement là-dessus. Mais pour le coup, on est aussi face à une ressource qui est elle-même conditionnée par la capacité de l'usager à se rendre dans les espaces ressourciers administratifs, de rencontrer un aidant, qui soit médiateur numérique ou pas, et d'activer, c'est-à-dire d'obtenir une aide qui est conditionnelle et conditionnelle. Voilà. Merci François. Merci à vous.